Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Zigzag Café. Je vous le rappelle, Zigzag Café, au cours de la semaine, nous avons reçu Bernard Thomas. C'était une semaine particulière et avec des colorations, bien évidemment, qui étaient différentes selon les jours. Vous avez été très nombreux à nous suivre hier. Il y a eu beaucoup de messages. Ces messages, on vous répondra, on les transmettra aux personnes que vous cherchiez à atteindre, bien sûr. Mais d'une certaine manière, et c'est une certaine façon aussi de saluer les gens qui sont partis, c'est que la vie continue, mais que la vie continue avec peut-être aujourd'hui encore une tonalité un peu différente, mais une émission qui aimerait dire au revoir à Bernard Thomas et au revoir à Aude, c'est-à-dire le remercier d'avoir accepté de participer à une semaine au cours de laquelle on a fait vraiment des découvertes qui étaient tout à fait étonnantes. Bon, j'espère que dans les simples que l'on retiendra du passage de Bernard Thomas, c'est que petit 1, il écrit, mon cher Alex. Oui, il écrit, et puis il écrit à deux vitesses, il écrit des bouquins, et à ce moment-là, il s'enterre, et puis il faut aussi qu'il écrive toutes les semaines pour le Canard enchaîné, et dans ce cas-là, c'est en même temps une lucarne sur le monde, et l'introspection, et tout ce qu'on veut. Alors, peut-être pourrions-nous commencer, avant de parler du travail quotidien au Canard enchaîné en général, en revoyant à quoi ressemble le travail hebdomadaire de Bernard devant une feuille blanche, on va pas blanche pour longtemps. La machine à écrire, le traitement de texte, l'ordinateur, jamais. Ah bah non, manquerait plus que ça. Non, je suis absolument incapable de taper à la machine. J'ai toujours écrit comme ça, puis alors je rature en plus. Il y a d'un premier geste, ça a l'air à peu près propre, et ensuite c'est infernal parce que je repasse au crible chaque mot, presque chaque lettre, et ça aboutit à des manuscrits que les pauvres secrétaires encadrent parfois. La rature, c'est un art ? La rature, c'est une manie, c'est peut-être un art, j'en sais rien. En tout cas, c'est la nécessité, je dirais presque physiologique, d'écrire un mot dont on n'est pas content de façon à le remplacer par un autre, jusqu'au moment où on sent que il y en a un qui ne peut plus bouger. Mais tant qu'on peut chipoter, corriger, mettre autre chose à la place, il n'y a rien à faire, il faut l'écrire. Et c'est ça qui donne le sel à la page, d'ailleurs. Bernard Thomas, il vous a bien fait rire, ce personnage. Oui, c'est les aveux, là, je suis passé aux aveux, je ne peux pas revenir dessus. Blondet avait un très joli mot sur l'écriture, un mot magnifique qui résume tout. Quand il était content d'une page qu'il venait d'écrire, il raturait pas mal lui aussi, il disait « ça rigole ». Et ben voilà, c'est ça, on sent quand la page rigole. Alors il faut pour ça, moi il me faut énormément de ratures, c'est vrai, qu'il s'agisse des articles du Canard ou qu'il s'agisse de mes livres, je passe mon temps à graffiner, à faire des bulles dans les bulles, puis des bulles dans les bulles, puis finalement il faut que je recopie parce que même moi j'arrive plus à me relire. Quelquefois Aude réussit, alors c'est Aude la malheureuse esclave, lorsqu'il s'agit des bouquins, c'est elle qui se tape tout le travail, je veux dire qui est absolument infernal, elle réussit à relire des choses que moi je ne relis plus même. Alors dites-nous Aude, quelles sont un peu ses habitudes d'écriture? Est-ce qu'il vous dit maintenant je m'enferme, ça va durer 5 heures, je ne veux voir personne, j'aimerais que tu me protèges? Il le dit pas, mais ça se passe effectivement comme ça. C'est-à-dire que je file déjà tous les coups de téléphone et j'empêche les enfants, les copains de rentrer dans son bureau. Et ça dure combien de temps? Il travaille de quelle manière? Quand il s'y met sur un livre, ça peut être toute la journée, pendant plusieurs mois. On ne le voit plus. Il sort juste pour déjeuner et dîner. Sinon, il s'enferme. Et quand il sort, il parle de ce qu'il a fait ou au contraire Non, du tout. Ouais. Il s'échappe vers autre chose. Il s'échappe vers autre chose. Tailler des haies ou réparer le bateau, faire autre chose complètement différent. Et alors, bien sûr, mis à part ces moments d'écriture extrêmement importants et denses, il y a le travail au Canard enchaîné. Voilà, et c'est deux travaux contradictoires en quelque sorte et qui sont très difficiles à gérer en même temps. Un livre, ça dure 1 an, une écriture de livre, 2 ans quelquefois. Donc c'est comme une plongée en eau profonde. Et en apnée, vraiment, on est bon. Et puis il faut cependant revenir à la surface chaque semaine à cause de cette nécessité impérieuse de l'hebdomadaire. Et là, quelquefois, c'est très douloureux. J'ai pas envie, très souvent, de revenir dans l'actualité, alors que moi, je suis parti sur une belle dérive, une belle rêverie, un roman, quelque chose qui m'habite profondément. Et il faut que je revienne pour traiter de l'actualité, du petit fait vrai, etc. Ça, c'est pas toujours commode à faire. Alors, vous avez été de la rédaction en chef jusqu'en 1991. Un rappel en images du climat qui règne dans
Oui, un Canard reportage qui doit dater de 3 ou 4 ans. Vous allez voir peut-être et nous dire si ça a beaucoup changé, Bernard. J'avoue que moi-même, j'y suis pas retourné depuis un certain temps. Pour mettre un merci derrière. Alors donc on a dit... Mais ça on vous l'impose avec ses œuvres. Alors, peut-être une question qu'on se posait, puisque on va revenir un peu sur ce qu'est le canard et ce qu'il représente de plaisir pour tous les lecteurs que nous sommes, mais on vient de vivre, hier vous avez vécu ça avec nous, des événements très très difficiles, un accident d'avion, mais c'est aujourd'hui aussi par exemple le fait que le ministre de l'Intérieur, M. Chevènement, est dans le coma et que tout le monde s'en inquiète. Est-ce une information, selon vous, que le canard peut traiter, si vous étiez toujours rédacteur en chef, quels seraient vos mots d'ordre ou votre façon de voir la chose? De quelle manière est-ce qu'on peut en parler? On essaierait de glaner auprès de nos correspondants le maximum d'informations possibles, comme tout le monde. Le Canard dispose d'un réseau d'informateurs fort bien fait, célèbre même dans son anonymat. On tâcherait et puis ensuite de réfléchir sur l'événement, de l'habiller. Le Canard est fait de deux choses, c'est de l'information et un ton. Par ailleurs. Le ton, c'est du travail de haute couture qui est fait au dernier moment. Et il y a une particularité dans ce journal, c'est d'être un quotidien qui paraît une fois par semaine. Ce journal est fait vraiment comme un quotidien à la dernière seconde. On essaie presque de tricher, mais il nous est arrivé à tous de modifier le titre de la une au moment où ça allait partir. On retarde encore, on fait retaper autre chose et on remet encore quelque chose. On remet un éditorial, on le remanie jusqu'à l'extrême limite et ça permet une souplesse qui est très grande. C'est ça qui fait la qualité du journal. Puis ce qui frappe aussi dans le journal, c'est les informations que vous avez. Moi, je voudrais revenir sur un tout petit incident. Sur Chevènement, vous voyez, ouais. Je vois pas très bien ce que vous pourriez dire d'autre. C'est tragique. Et peut-être pour une autre raison, c'est qu'en effet, une situation comme celle-là relève de la vie privée. Or, bizarrement, le Canard est très curieux, mais il ne touche pas à la vie privée. Si on prend l'exemple de Mitterrand, alors qu'il n'avait pas une vie, il en avait 45, je ne sais, il n'y a rien eu. Et s'il y a eu quelque chose sur la vie privée précédemment de Giscard, c'est parce que ça avait une influence sur la vie publique de la France et pas en tant que vie privée. Absolument. 2 fois nous avons parlé de la vie privée, mais parce qu'il s'agissait de celle des présidents de la République. Pompidou, premièrement parce qu'il a été malade et que le fait qu'il était très malade et qu'il prenne de la cortisone à haute dose faisait que la question qui se posait, c'est s'il avait sa conscience. Peut-il encore exercer le pouvoir ? Peut-il encore manier la clé rouge de la bombe atomique? C'était quand même une période un peu dure à cette époque-là. Bon, puis ensuite, Giscard, c'était l'histoire des diamants, mais là, c'était... Et puis du camion du laitier. Du camion du laitier, oui, qui nous a fait découvrir un personnage tout à fait, disons, saugrenu pour un président de la République. Nous, on n'est pas du tout contre les camions de laitier. On rappelle aux téléspectateurs qu'on fait allusion au camion de laitier. C'est un accident qui est arrivé au président de la République à l'époque. Il rentrait à 4h du matin. Il a percuté le camion du laitier, mais le petit problème qui se posait, c'est que naturellement, au moins de 11h à 4h du matin, personne ne savait où il se trouvait. Voilà. On a simplement fait la remarque gentiment, et lui, il a pris très mal. Il n'était pas du tout content de nos intrusions dans ce qui était son domaine préservé, disons. C'est ça. Ça s'appelle comme ça. On peut appeler ça comme ça. Quand un président de la imaginez un président d'une république non bananière qui emmène une petite amie en Pologne, par exemple, parce qu'il aime bien chasser, on lui lâche un ours du zoo. Ça s'est produit, ce truc-là. Et ils sont dans le Grand Nord sibérien. L'avion va pour atterrir. Et puis, en se penchant par la lucarne, le président de cette république-là s'aperçoit qu'il y a un certain nombre qu'il y a deux détachements militaires qui sont là au garde à vous avec trompette et tout le Bataclan. Et l'embêtant, c'est que dans l'avion, il y a une fiancée qui n'est pas prévue du tout. Et comment faire pour atterrir? Comment faire pour que cette fiancée passe inaperçue? Ça a été un pataquès absolument épouvantable. Ça, c'était drôle. C'était une république bananière. C'était une république bananière. Je ne sais pas de quoi nous parlons. Une dernière indication pour les téléspectateurs, nous avons fait cette semaine avec vous.
Et ça nous a frappé. De temps en temps, il y a des gens qui ont débarqué à la télévision et qui ont dit « Bernard Thomas est là, le Canard enchaîné est là, alors moi j'ai un dossier, j'aimerais que vous en parliez ». Et alors, bon, ça pouvait aboutir ou ne pas aboutir, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un journaliste du Canard enchaîné apparaît quelque part, il suscite ces espoirs-là. Oui, alors chaque fois où quelqu'un a un dossier, et évidemment on ne peut pas parler de tout, puis on ne peut pas, encore moins de problèmes, je dirais, d'intérêts vicinaux, d'intérêts locaux, ça ne nous concerne pas, donc les gens sont un peu déçus quelquefois. Mais il y a également une autre remarque, c'est quand on dîne chez des gens qui ne sont pas des très très proches, oui, on ne va pas parler le Canard enchaîné, là ça pourrait se retrouver dans le journal, c'est empoisonnant comme tout cette histoire-là. Et le troisième truc, c'est quand on est écrivain, je dirais avant d'être journaliste, puisque pour moi écrire dans un journal n'est que le prolongement de de ma sécrétion, pour ainsi dire, naturelle, ben contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça n'arrange pas du tout les choses d'être au Canard enchaîné, parce que le Canard enchaîné disant des vacheries sur tout le monde, on se trouve brouillé avec un certain nombre de gens, et ça n'aide pas du tout à la promotion des livres. Oui. Ça, j'imagine. Merci en tout cas pour cette part sur le Canard enchaîné qu'on continuera à lire. Je rappelle que vous faites une chronique de TV. Cette semaine, vous avez été avec nous, vous allez pouvoir faire une chronique TV ? Bien sûr, parce que Alex Descotes va avoir la gentillesse, je pense, ce soir d'enregistrer des émissions, que j'en ai déjà enregistrées hier. Et puis samedi, dimanche, on va rattraper tout ça. Je regarderai en boîte. Je regarde toujours la télé en boîte parce que en réalité, c'est le théâtre qui me prend le plus de temps. Tous les soirs, je suis mercredi, jeudi, vendredi, et puis après je vais au théâtre. Et ça, c'est passionnant, le théâtre. Merci Alex. Si l'on retournait en Bretagne. Ben oui, parce que la Bretagne, c'est aussi une façon de se protéger contre ces importuns, puis de se retrouver. Et cet équilibre moitié Paris, moitié Bretagne est à la fois difficile et enviable. Et puis la Bretagne, ben, c'est ce beau pays qu'on a commencé hier à évoquer. Les circonstances ne s'y prêtaient sans doute pas totalement. Alors peut-être sur un ton moins grave qu'hier, pourrait-on partir en musique. Et avec cette Bretagne qui est toujours ouverte à tout. Normalement, par exemple, en Bretagne, il n'y a pas de valse. Ben, on va écouter une valse bretonne. Et puis normalement les Bretons ils ont un chapeau rond puis ils restent en Bretagne, mais le Breton qui a cette valse s'appelle Alain Olu et il est en ce moment à la Guyane, pas loin pas loin du Bagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une affaire de cœur en Bretagne, parce qu'on a des affaires de cœur, on est libre en Bretagne et c'est pas la vision qu'on en a ici. Bref, cette belle valse à Olu qui est de retour de Guyane et puis ensuite on parlera un tout petit peu de la musique et de la fête en Bretagne si vous voulez bien. Peut-être avant qu'Alex nous revenions sur la musique et ses musiciens, une question à Aude. Là, on voit un climat heureux, de la lumière, des grillades, les chiens qui courent. Bon, ce week-end, vous n'y serez peut-être pas encore tous les deux, mais ça doit manquer. Oui, ça manque énormément. Mais d'un autre côté, une fois de temps en temps, retrouver la grande ville, faire des petites escapades ailleurs, ça permet aussi de souffler un peu de la vie de là-bas qui est assez prenante. Mais ce qu'on a bien compris au cours de cette semaine, c'est l'atmosphère de cette maison, l'atmosphère aussi qu'il a l'air de créer tout autour de lui. Ah, j'adore qu'il y ait du monde. Plus il y a de monde autour, mieux je suis. Je peux m'isoler et plus je travaille. Il y a un petit détail quand même qu'il faut dire, c'est que tout ça ne serait pas possible sans une grande invention qui s'appelle le fax. Si je ne pouvais pas faxer mes papiers de Bretagne, je serais comme tout le monde coincé dans un bureau, tandis que là, c'est formidable de pouvoir faire semblant d'être à Paris, être là-bas et envoyer comme ça par la magie des machines du radiotéléphone les articles. Ah, puis cette musique, vous l'aimez beaucoup. Oui,
c'est une musique qui avec la cornemuse, c'est une musique que j'ai dans le sang. Et ça c'est vraiment l'accompagnement des jours et des nuits. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la musique du Moyen-Âge d'ailleurs, dont on s'était servi dans la croisade des enfants par exemple. Ce sont des musiques qui ne font jamais la note juste, et qui grincent autour, qui grignent, et qui attrapent les nerfs, les peaux. On se sent hérissé tout d'un coup, et il y a le cœur qui se met à jouer de la partie. C'est une musique très prenante. Prenante, lancinante. Lancinante, qui accroche avec une mélancolie. Ça essaie d'être gai, mais ça n'y arrive jamais complètement. Et en même temps, c'est d'une fugacité, ça raconte la vie, la mort, tout le temps. La mélancolie, vous la sentez présente en Bretagne? Partout. Ouais. Partout, il y a une mélancolie, il y a une gaieté extraordinaire. Les Bretons sont des gens extrêmement joyeux, qui se font des blagues, qui n'arrêtent pas un seul instant. Mais il y a toujours la présence de la mer devant soi, donc de l'océan, donc le baromètre. On a toujours un œil sur la mer et un autre sur le baromètre. On regarde toujours ce qui va se passer. La mer menaçante, comme vous disiez hier. Oui. Et on n'est jamais sûr de soi, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer dans le quart d'heure suivant. Donc cette gaieté extraordinaire est mesurée par la présence de l'inconnu, de l'étrangeté, de ce qu'il faut bien appeler la mort. C'est la mort que nous avons évoquée hier, cette mer qui a fait irruption d'ailleurs dans la vie d'un certain nombre de Suisses à partir d'hier. Rappelez l'élément qui fait votre quotidien. Dans lequel nous baignons, ce qui fait qu'on n'est pas surpris. Mais on est atteint, chacun est atteint lorsque c'est le jour qui nous frappe. Mais enfin, je dirais, oui, qu'on est peut-être plus habitué que d'autres. On oublie moins, en tout cas, que d'autres. Dans une société qui a un peu tendance à oublier... Oui, évidemment, dont les gadgets éloignent de cette présence extrêmement forte pour nous. C'est vrai que quand on vit à la ville, d'abord on ne sait pas le temps qu'il fait, on voit pas le ciel, on est coupé de tout, on est coupé de la végétation, on est coupé de soi-même, et tout ce qui peut être maladie, tout ce qui peut être fait désordre, tout ça on le cache, alors que chez nous, tout au contraire apparaît, tout est là présent, et en particulier le rythme des saisons et la force des vagues, la force du temps, la présence de l'événement qu'on apprend par la radio, qu'on voit quand le bateau est en train de s'approcher trop près de la côte. On assiste à des naufrages, les uns et les autres, forcément une fois dans sa vie. Bien sûr. Alex. Et puis aussi, peut-être justement parce que la vie est plus dure qu'ailleurs, le sens de la fête dans une société assez égalitaire. Bien sûr qu'il y a des riches et des pauvres, mais enfin, ils se retrouvent, jeunes et vieux, ceux qui sont restés au pays et ceux qui ne reviennent de l'exil à la ville que le temps des vacances, ils se retrouvent tous, par exemple, lors des fest-nozu, des fêtes, où on va danser ensemble, où on va non seulement recevoir la musique, mais répondre aux musiciens, les encourager, parce qu'on vit ensemble et qu'on vit ensemble les bonheurs comme les malheurs. On écoutait tout à l'heure ces deux accordéonistes, l'un est breton et l'autre ne l'est pas, et ils s'appellent respectivement Yannick Perron et Jean-Jacques Bayard, et tous deux, en fait, ils donnent de la musique, mais ils reçoivent aussi le public. Écoutez-les. À travers toutes les autres musiques, j'ai vu des gens qui communiquaient, mais d'une façon presque intellectuelle, pas aussi relationnelle que ça. En Fest-Noz, les gens dansent des conventions que nous, on leur donne et qui nous redonnent et qu'on leur redonne de l'énergie. C'est vraiment un spectacle complètement institué, mais complètement intégré. C'est pas du tout quelque chose de factice, c'est quelque chose, justement, à propos de la population. Le musicien, à ce moment-là, il fait complètement corps avec la population parce que toutes les couches sociales sont représentées, toutes les classes d'âge sont représentées dans la même danse. Les danses en chaîne, gavotte, pline, ficelle, c'est fabuleux parce que tout le monde a la même pulsation, qui redonne aux musiciens, qui a un échange. C'est un des spectacles les plus vivants que je connaisse, certainement, ouais, avec l'échange avec le public, comme il y a nulle part ailleurs. Et les musiciens ont besoin des danseurs pour pouvoir jouer correctement les danses, quoi. Il y a une osmose qui se crée et on a besoin. Et en fait, le cœur rythmique de la musique, c'est les danseurs, quoi. Souvent, il y a des planchers en bois dans les anciennes salles. Maintenant, on essaye de faire revenir des planchers en bois dans les salles de danse parce qu'en fait, le batteur du groupe, parce qu'il y a très rarement des batteurs dans les groupes bretons. Le batteur du groupe, ce sont les danseurs. C'est une belle expression, le cœur rythmique, c'est au fond les gens qui dansent. Hein. C'est les jambes. Bah oui, bien sûr, ce sont les jambes des gens.
Chez Tante Fine, à 2 pas de la maison, il y en a toujours une salle qui est faite que pour ça, avec un plancher qui exhale sa poussière chaque fois on danse trop fort, mais c'est fait pour ça. Alors écoutez Alex, vous allez nous présenter un personnage qui compte dans la vie de Bernard Thomas. On ne va pas dire pourquoi. Non, allez-y. Vous nous racontez le parcours de ce personnage qui est attachant. Oui, tout simplement, il faut commencer par se dire que la Bretagne, c'est peut-être un pays de nostalgie, mais c'est aussi un pays d'aventure et de démesure. À quelques encablures de la pointe du Raz. Goûtez-moi cette sensation extraordinaire qu'a connue l'Homo erectus il y a à peu près 500 000 ans. Il est absolument fantastique de penser que l'on ressent exactement la même sensation. Ici, elles sont encore plus belles. Regardez-moi ça. On est donc près de la pointe du Raz. Les fougères et les ronces rendent toute progression quasiment impossible, sauf bien sûr pour Raoul. Et Raoul, ça n'est pas n'importe qui, vous allez voir. La côte est déchiquetée, le relief accidenté, mais peu importe. C'est ici que coûte, Raoul veut aller provoquer l'océan. Bon, rassurez-vous, il n'est pas tombé dedans, il est quelque part dans les fougères. On va le retrouver, le Raoul, dans quelques instants. Mais c'est vrai que dans cette tenue, on a l'impression que ça pourrait être une espèce de parachutiste nostalgique, un lepéniste égaré quelque part en père bretonne, que sais-je. Et en fait, ça n'est pas ça. Mais je ne vais pas vous dire tout de suite qui il est. Vous allez le découvrir, enfin vous le savez. Mais je laisse à Jean-Philippe le goût et le plaisir de la découverte et de la surprise. Découvrir qui il est, et on va le retrouver... C'est un braconnier. Ouais, à pied d'œuvre sur la terre bretonne, sur la côte. Ici, autrefois, les Bretons allumaient des feux pour attirer vers les rochers des bateaux dont ils pillaient ensuite l'épave. On appelait ça fortune de mer. Aujourd'hui, la fortune de mer se trouve plutôt sous la mer. Une mer froide, même en été, dont les remous jetteraient vers les rochers un nageur moins expérimenté que Raoul. Mais lui, que ce soit avec une combinaison ou même parfaitement nu, plonge sans problème, à la recherche de toutes sortes de choses dont il ne parlera pas forcément. Ne lui demandez pas de vous montrer ses amphores, il n'en a pas, ou en tout cas, disons qu'il n'en a pas. Les Bretons sont d'un naturel discret, Raoul encore plus que les autres. Même les poissons qu'il guette du bout de son harpon, il ne les montrera pas, en tout cas pas à la caméra. C'est à peine s'il acceptera d'en parler tout à l'heure, quand il aura réussi à sortir de ce mauvais pas, enfin qui serait pour nous un mauvais pas, mais qui pour lui est un plaisir quasiment quotidien, car évidemment, ce n'est pas son travail, c'est sa passion. Et ordinairement, on s'en sort quand même pas mal. Il y a de la sole, il y a du mulet, même du bar. Enfin, le poisson est quand même relativement abondant. Bien entendu, vous n'avez pas le droit de dépasser un certain quota, 6 araignées par personne et par jour. Et puis, le poisson, c'est illimité. Et de toute manière, on ne tirera pas 6 gros bars dans la journée. On ne tirera plus, comme autrefois. Retour à la civilisation, adieu l'Homo erectus, mais chez Raoul, l'aventurier subsiste, même à la ville. Et c'est pourquoi Jackie, qu'on voit ici, vous savez, c'est le batteur qui était l'autre jour dans la maison de Bernard, c'est pourquoi Jackie n'est pas forcément très rassuré quand il rentre chez Raoul. C'est pas vrai. Je te sente un peu. Pas ce nombril. Mal à la gorge. Tu vas bien? Moi, ça va. Oui, ça va. As-tu du mal à avaler? Un petit peu. Tu as pris ta température? Non, je prends pas la température, mais je me sens mal. Bon, bah écoute, nous allons t'examiner. Tu vas enlever ton pull. D'accord. C'est excellent. Je me sens pas trop mal, tu vois, mais c'est le problème. Une petite minute. Dis ah, ah. Alors je crois que la meilleure solution est de te faire d'abord une petite piqûre. Et ensuite tu prendras le relais par des antibiotiques que tu prendras matin, midi, soir. Tu vas t'allonger sur le lit de l'autre côté. Et puis je vais te faire ça tout de suite. Allons-y.
Alors dites-moi Alex, à votre connaissance, le patient a-t-il survécu? Oui, en général, les patients survivent et pourtant, un certain nombre de ceux qui se rendent chez Raoul Lélias à Audierne, à 2 pas de chez Bernard, sont souvent plus mal en point, parfois à cause de l'alcool, parfois parce qu'ils ont un petit peu pété les plombs, si vous me passez l'expression. Et il y a une histoire très récente et fantastique. Quand les gens arrivent trop énervés ou trop sous, Raoul leur fait une petite piqûre comme celle-là, histoire de les calmer. Et alors, un patient arrive l'autre jour, est très énervé, et Raoul lui fait une première piqûre. Et le patient se tourne dans le cabinet donne juste sur le quai, sur le port, et le patient dit « Docteur, un éléphant !» Alors, pour eux, il lui dit « C'est rien, il lui fait une deuxième petite piqûre. » Et puis, le gars se calme un peu, et il bouge un peu, et tout à coup, il dit « Docteur, une girafe !» Alors, il a fait une 3e piqûre, et à ce moment-là, le docteur ouvre la fenêtre, il y avait un cirque. Voilà. Mais à part ça, c'est votre médecin, il vous soigne bien. Il nous soigne très bien, on est très content de lui, oui. Il n'y a aucun doute, c'est un peu curieux pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est un personnage magnifique, Raoul. Il va pêcher dans toutes les mers du monde, il va braconner un peu partout, pardon, excusez-moi, il va explorer, quoi, un peu partout. Un jour, il revenait de la mer Rouge. Je dis, mais c'est dangereux là-bas, il y a des requins. Il dit, oui, il y a des requins. Il dit, oui, mais enfin, écoute, des requins, quand tu te trouves nez à nez avec un requin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me répond, mais vraiment, pas comme si ça allait de soi, il faut lui faire peur. Et puis, il a une autre passion, peut-être un peu moins dangereuse, mais assez saugrenue aussi, et une passion qui lui fait courir la planète. Regardez. Fantastique. Du Japon à Bornéo, en passant par les Marquises et la Terre de Feu, Raoul court après les plantes. Et pas n'importe quelle plante, il ne s'intéresse qu'aux plantes qu'il appelle des plantes gratifiantes. Alors j'appelle une plante gratifiante, une plante qui te donne du plaisir ou qui a été cueillie dans un endroit inspiré. Par exemple, nous avons ici un frangipanier qui est une bouture de celui qui surplombe la tombe de Paul Gauguin dans le cimetière d'Ivaoa aux Marquises. Là, une créature tout à fait exceptionnelle, puisque c'est le fils de l'un des plus vieux êtres vivants de la planète. C'est un séquoia qui provient d'une graine du général Sherman que l'on trouve en Californie et qui est le plus vieux séquoia de la région. Il a 3000 ans, 32 mètres de circonférence à la base, 12 mètres de diamètre. Et là ? Alors ici, nous avons un bassin que j'ai creusé laborieusement dans le but d'y installer des lotus des Indes, le Nelumbo nucifera. Malheureusement, je n'ai jamais pu l'acclimater parce qu'il est trop ombragé. Il y a des plantes que vous voudriez avoir et que vous n'avez jamais réussi à trouver? Oui, c'est exact. C'est exact. Il y a, par exemple, une plante qui me fait saliver, qui me fait rêver. C'est une plante qui pousse en un lieu privilégié du monde pour les botanistes. J'ai cité le mont Kinabalu à Bornéo qui culmine à 4100 mètres d'altitude et dont les flancs cachent plusieurs vedettes du monde botanique. Par exemple, le plus grand sabot de Vénus de la planète, le Paphiopedilum rothschildianum, et également le Nepenthes raja, une plante carnivore dont les ascidies, les urnes, font 3,5 litres à 4 litres de contenance et peuvent digérer des rats et des oiseaux. Vous vous rendez compte? Comment est-ce qu'on se sent quand on est à la recherche d'une plante dont on sait que c'est pas tout à fait normal de l'enlever de là où elle est? Toutes celles que vous apercevez là sont venues sous forme de graines, et de la manière la plus légale. En revanche, quand une plante vous tient véritablement à cœur, je ne peux pas vous camoufler que vous êtes très tenté de devenir vous-même un Arsène Lupin du monde de la botanique. Mais vous savez, si on ne faisait dans le monde que ce qui est autorisé, que ferait-on? Quel beau personnage. Ah, il est magnifique. Oui, le paganisme, le voilà. Le vrai paganisme de maintenant, il est en communication profonde avec l'essence du monde, avec les plus vieilles créatures. Il y a près de chez nous, il avait découvert un gisement préhistorique, je vais dire une bêtise, 400 000 ans, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y avait en bas du terrain, en bas de chez nous, à l'endroit où on habite, nos grands-pères et nos grands-mères étaient là en train de faire du feu avec un petit troupeau de mammouths qu'ils élevaient.
Mais c'est extraordinaire, en train de faire de la bouillie de dinosaure. Mais c'est produit bien. Voilà au fond, ce qu'on est en train de rechercher. Aude avec sa poêle à frire, moi avec mes livres, lui avec cette. Et il le dit très souvent. S'il y avait un truc, je sacrifierais tout si je pouvais en savoir un tout petit peu plus. S'il y avait une communication, s'il y avait une faille dans la connaissance pour qu'on sache davantage ce que c'est que la vie au fond. C'est extraordinaire. Alors je vous propose, Maurice, venez nous rejoindre parce que le principe de l'émission, c'est que le vendredi, on vous propose tout à l'heure de la musique et maintenant des fleurs, un arrangement floral. Maurice a suivi toute la semaine et il est chargé de vous dire à sa manière ce qu'il en pense. Alors, cher invité, je l'ai caché, hein. Il est à peu près caché. C'est une fleur dont vous avez parlé sans le vouloir presque toute la semaine, en tout cas au début de la semaine. Mais pour vous le faire découvrir, je vais vous faire une petite devinette. Mais cette devinette, je vais vous la raconter avec un accent qui occupe à peu près les 3/4 de la population helvétique, qu'on aime bien d'ailleurs. Alors, mon premier est une fleur. Mon deuxième est une fleur. Mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième est une fleur. Mon septième est une fleur. Mon huitième est une fleur. Mon neuvième une fleur. Mon dixième, mon onzième, mon douzième est une fleur. Mon 13e est une fleur. Mon 14e est une fleur. Mon 16e, mon 17e, mon 18e est une fleur. Mon tout est une cambrioleur colossale de la littérature française dont vous avez parlé au début de la semaine. Alors, on va l'aider. Alors, il y a là Arsène Lupin. Arsène Lupin. C'est très bon. Alors, et puis là-dessous, il y a quelques fleurs qui feront quand même le lien avec la Bretagne. C'est les hortensias bleues qui sont le symbole même de la Bretagne. Et ça, ce sont des lupins, alors? Et ça, ce sont des lupins, absolument. Oui. Que cultive Lupin, d'ailleurs, dans un de... Voilà. Il y a l'un de ses bouquins... Gentilhomme. Il est en... Pardon? Les lupins gentilshommes, il y a une variété qui s'appelle comme ça. Ah oui? Et il y a un bouquin où il est en train de cacher sa fille adoptive et on ne sait pas du tout qui est le héros de tout ça, mais il y a un jardinier qu'on voit de dos sans arrêt et qui est en train de cultiver des lupins. C'est Arsène. D'où son pseudonyme de Lupin. D'où son pseudonyme de Lupin, oui. Et Arsène, parce qu'il y en a 18. Évidemment. L'effet Arsène. Alors Maurice, vous étiez le hasard et évidemment le grand reportage dans l'émission Zigzag Café. Vous étiez en Bretagne. Vous venez tout juste d'y rentrer à 2 semaines près. Je viens de Bretagne, effectivement, à quelques kilomètres d'Audierne, à Pénors, la baie d'Audierne. Alors qu'est-ce que vous avez, vous, le passionné des plantes, qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, comme vous le dites, enfin, la Bretagne, c'est l'étrave de la France. Imaginez un bateau avec une étrave, donc il attrape toutes les vagues, c'est ahurissant le temps qu'il peut y avoir en Bretagne, pas cette année au mois d'août, mais j'y suis allé dans les temps pires. La pointe du Raz, c'est vraiment l'étrave. Alors, c'est clair que, imaginez qu'on ne peut pas planter une caisse de géranium à l'étrave d'un bateau, quoi. Alors, mais ce qui est intéressant, on l'a vu tout à l'heure chez le docteur, c'est que, comme sur un bateau, l'étrave est exposée, mais sitôt qu'on a passé le bordé, derrière, c'est tranquille. Et il y a une végétation absolument extraordinaire, sitôt qu'on est à quelques centaines de mètres même de la côte, et on l'a vu là, on voit des palmiers, on voit des choses, les frangipanes, on ne peut pas les cultiver chez nous, mais... Oui. Et ça, c'est ce paradoxe, d'ailleurs, qui est pas mal. Et les gens ont le goût des fleurs, parce que d'autant plus de goût que c'est plus difficile. Sur l'île de Sein, il faut voir, il y a des petits murets qui arrivent aux genoux à peu près, parce que après ça s'effondre à cause du vent, et il y a des fleurs hautes comme ça. Mais les gens ont une véritable freinée. La vieille dame, il faut les voir en train avec une petite botte de terre comme ça. Je vais à mon champ, disent-elles. Le champ est grand comme la table. Il y a un paradoxe, disons, qui est typiquement breton, c'est les églises solides, les maisons solides, et les arbres qui sont penchés, un peu comme un mât de bateau avec un gréement aurique et la baume en travers. Tous les arbres sont penchés. Alors quand on y va, comme moi, 15 jours en été et qu'il fait grand beau, on ne comprend pas pourquoi les arbres sont penchés. On dit qu'ils ont pas été penchés. Mais en fait, cette rare végétation est totalement penchée, comme on le retrouve chez nous, dans la plaine du Rhône. On peut beaucoup comparer, je crois, la Bretagne avec le Valais, avec le Haut-Valais chez nous. En tout cas, merci Maurice. Je vous propose un autre élément de l'émission, important lui aussi, c'est Gilles Landini qui est chargé, lui, de vous proposer un extrait d'une œuvre à vous et à Aude, parce que c'est ce qui lui semble être en rapport avec vous. Oui, bien, en tout cas, dans le cas présent, Bernard Thomas, c'est aussi vous, en parlant, qui m'avez donné un peu l'idée. Vous m'avez dit votre amour, votre passion peut-être pour la musique de Bach. Et il y a en fait une similitude dans le Bach et Van Paris.
c'est que Bach était aussi capable d'écrire autre chose que ces grandes œuvres complexes et incroyables, mais des fois des musiques très simples qu'on pouvait fredonner à l'époque. Et c'est ce que je vais vous proposer. Ça fait partie d'une suite dite anglaise. Et puis bon, vous êtes au bord de la mer, et puis Bach, c'est au moins un ruisseau, c'est ce qu'on dit en allemand en tout cas. Et c'est vrai que Gilles a fait le lien entre Vent Paris et... Tout à fait, c'est étonnant. Et ce que vous n'avez pas dit aux téléspectateurs, mais ça vaudrait la peine de le souligner quand même, c'est le rapport de Vent Paris avec la musique classique. Il adorait la musique classique et c'était un fanatique, on ne peut pas dire autre chose, de Debussy et de Ravel. Ça paraît tellement loin de sa petite musique des chansonnettes, des refrains, pourtant c'était ça son véritable goût. Peu de temps avant sa mort, il a eu la chance de pouvoir trouver dans un grenier, dans un galetas, l'original, le manuscrit du concerto pour la main gauche de Ravel. Et il s'est enfermé, il a chassé tout le monde de chez lui. Vous étiez un peu effrayé, je suppose. On a eu une peur bleue, oui, on a pensé qu'il avait eu un infarctus ou quelque chose. Et pendant 48 heures, il répondait plus au téléphone, il s'est joué jour et nuit le concerto pour la main gauche. Puis il a fini par sortir de chez lui, il était ravagé complètement avec un petit gâteau à la main pour venir chez nous. Je m'excuse, mais je ne peux pas faire autrement. Et pour vous, la musique dans votre vie, vous avez rencontré Gilles et puis l'idée est venue ensemble que vous aimiez Bach. Oui, mais enfin là c'est vraiment une surprise qui me fait là. Je ne m'attendais pas du tout à ça. À cette fraîcheur
trouvé l'occasion cueilli au coin d'un chemin. Je ne m'attendais pas à ça. Mais la musique joue un grand rôle, comme la poésie. Je conçois mal qu'on puisse vivre sans odeurs, sans poésie, sans musique, sans ces notes qui apportent la coloration à la vie. Sinon tout ça est sec, décharné, et ça ressemble fâcheusement aux immeubles modernes, aux ascenseurs, où il n'y a rien. C'est terrible. Alex, vous vouliez dire quelque chose? Non, j'écoute, vous n'avez pas vu, je suis en admiration. Moi, je suis un peu inquiet parce qu'à voir le lien d'amitié qu'il y a entre vous, je pense que vous allez repartir vous aussi à la Pointe de Rhin. Non, mais je vais vous faire une confession. C'est, enfin, vous le savez bien, je ne suis pas l'homme des vacances. Je ne prends jamais de vacances. Et cela dit, c'est vrai que notre amitié est ancienne parce que nous sommes connus autour de l'écriture, qui m'est arrivé d'écrire sur la Bretagne aussi ou d'écrire en Bretagne. Et depuis de très nombreuses années, je pense que je ne pourrais pas passer une année complète sans aller au moins 1 ou 2 jours dans cette maison. C'est pour moi pratiquement la seule source d'énergie éternellement renouvelable. Ça tient à l'homme, ça tient aux gens, ça tient au lieu, ça tient à la maison et à la mémoire qu'elle porte. C'est très beau ce que tu dis. Je sens qu'il va revenir. Et dites-moi, ça me fait très beau. Dites-moi, qu'écrivez-vous actuellement? En ce moment, je suis en train d'écrire un gros roman qui ressemble un peu à ma vie. C'est comme d'habitude, un roman, c'est mentir vrai. C'est une histoire qui va de 1963 à nos jours, qui est une grande fresque dans laquelle, bien mon Dieu, j'essaie de mettre quelques-unes des choses que j'ai vécues. Moi, je crois beaucoup qu'un romancier à 25 ans, c'est pas sérieux. J'étais pas sérieux quand j'écrivais à 30 ans. Il faut écrire sur les autres. Enfin, il faut s'entraîner, il faut se faire la plume. Mais à partir de 60 ans, on commence à être valable parce que là, on en a pris plein la figure de tous les côtés. Ensuite, parce qu'on a une expérience, puis qu'on a rencontré plein de gens. Donc, on a énormément de choses à raconter. Je crois que là, je suis bien. Là, je suis mûr, je me sens mûr. Ça déborde de tous les côtés, la marmite bout, et je suis dedans. Alex. Oui, je vais simplement, pour confirmer ça, vous citez un tout petit proverbe qu'utilisent les gauchos argentins à cheval, parce qu'il y a des sociétés comme la nôtre où il fait bon être jeune et beau, et d'autres dans lesquelles l'âge est une qualité. Et les gauchos argentins disent « El diablo sabe mucho por diablo, pero más por viejo ». Le diable sait beaucoup de choses parce qu'il est diable, mais il en sait encore plus parce qu'il est vieux. Ah, c'est très beau. Et dites-moi, on a commencé la semaine avec Alexandre Jacob. On rappelle, cet anarchiste qui va connaître le bagne et qui est l'objet d'un très beau livre, Les vies d'Alexandre Jacob. Vous l'abandonnez là maintenant, Alexandre Jacob? Non, je continue à coexister avec lui, puis qui sait, il va peut-être y avoir, ça va peut-être rebondir sous forme d'un film, enfin, en tout cas je le souhaiterais. Et Jacob, n'importe comment, on ne peut pas se quitter l'un l'autre parce qu'il m'habite tellement profondément que je ne peux pas le laisser tomber. C'est mon frère, c'est mon... Il y a une part d'Alexandre Jacob en vous? Ah, certainement, ouais. Certainement. Il y a une telle admiration de ma part pour la rigueur qu'il a pu avoir, la manière dont il a dominé les épreuves de sa vie, que vraiment j'en reste béat d'admiration. Je connais peu de gens qui a atteint la hauteur de vue humaine qu'il a atteint, lui, bagnard de dernière catégorie, humilié, on crachait dans sa soupe, comme je le racontais au début de la semaine. Et cet homme, avec le sourire aux lèvres, comme une sorte de Cyrano de Bergerac qui a parcouru 75 ans de sa vie pour choisir l'heure de son trépas. Et de ses amours. Et de ses amours. Et de ses amours, il faut dire que ça a été peut-être un des beaux moments de cette semaine, puisqu'on a pu vous permettre de rencontrer son dernier amour. On rappelle aux téléspectateurs, 74 ans, il décide de se suicider, rencontre une jeune femme, et cette jeune femme va la convaincre de vivre au moins encore 1 an pour lui. Il dit oui, et je te donne 1 an. Oui. Et on se dit que c'est un sacré bonhomme quand même, à 74 ans, rencontrer une jeune femme de 27 ans, la séduire, vivre quelque chose de très fort avec elle, et 44 ans plus tard, la femme en parle encore avec énormément d'émotion. Mais ce qui est extraordinaire, rendez-vous compte, il l'aime, n'importe qui aurait craqué, aurait continué, se serait accroché, aurait essayé de... Lui, pas du tout. Au bout d'1 an, il lui a dit, bon ben voilà, je t'avais donné 1 an, l'année est passée, voilà, le carrosse s'en va, les citrouilles s'en va, moi je reste seul, et je vais faire ce que j'avais dit que je ferais, à la date précise.
C'est quand même inouï, ça. Avec un très beau mot à la fin, une dernière lettre pour ses amis en disant voilà. Pour le premier qui arrivera, je vais commettre cet acte un samedi parce que vous travaillez tous et que pour la toilette mortuaire, je ne veux pas que vous ayez d'ennui avec vos patrons. Vous pourrez faire ça un dimanche. Post-scriptum, le linge dont je vous ai parlé, je l'ai lavé, blanchi, mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas repassé. J'ai un peu la flemme aujourd'hui. Puis il s'est encore relevé après s'être fait une injection, et il a couru, il a encore ajouté quelque chose qui est vraiment trop bouleversant. Mais pour le premier qui arrivera, il y a 2 bouteilles de rosé derrière la porte du placard. Merci Bernard Thomas, merci de cette semaine passée avec vous. Un tout petit peu de musique pour qu'on se quitte dans cette ambiance. Merci.